Nous sommes 2 semaines après Pearl Harbor, la 3e semaine de décembre 1941, et les Japonais ont remporté toutes sortes de victoires. Bien sûr à Hawaï, mais aussi à Hong Kong, mais aussi en Malaisie et déjà aux Philippines. Et c'est pour ça que nous sommes avec Edouard Baird, qui a écrit un livre tout à fait nouveau sur l'empereur Hirohito et qui va nous aider à éclaircir ce qui s'est vraiment passé à Pearl Harbor, parce qu'il y a 15 jours, on a vu des images, mais c'était vraiment le jour même où avait lieu l'événement. On n'a pas eu le temps d'analyser vraiment les problèmes. Et votre livre est tout à fait nouveau. Est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi? J'ai fait ce livre, en fait, il est venu très naturellement après le livre que j'ai fait sur Puyi, le dernier empereur, parce que je m'étais intéressé au rôle du Japon en Mandchourie dans les années 30, et ça découlait très normalement de se pencher sur l'activité japonaise en Chine, et de là l'activité japonaise pendant la Deuxième Guerre. Et il y avait un personnage qui m'a semblé intéressant, qui est Hirohito, qui était encore en vie quand j'ai commencé ce livre, à qui tout le monde a donné une espèce de caution morale. Il est mort en grand seigneur, personne n'a pensé qu'il avait une responsabilité quelconque dans les événements, et j'ai voulu voir, en fait, sans parti pris, ce qu'il en était. Or, j'ai découvert que sans, bien sûr, diriger le gouvernement, sans avoir un rôle précis et déterminant dans ce qui s'est passé, dans les événements qu'on a vus, préparation de Pearl Harbor, les attaques, etc., son rôle a été quand même très important. Et même vous dites qu'il a été central. Et vous avez une jolie expression, vous dites il est entré dans la guerre sur la pointe des pieds, mais c'est lui qui l'a conduite. Il a servi de... C'était une série de cours magistraux qu'il faisait à ses généraux, à ses amiraux. Si on revient sur un document qui est très important, qui est le journal intime du marquis Kido, qui était le chambellan de la cour, le grand chambellan de la cour, qui était le personnage privilégié, qui avait des rapports quotidiens avec l'empereur, et il a tout noté. C'est un peu presque comme si on assistait à une sténographie des entretiens de l'empereur. Ça et également d'autres documents tenus par des généraux qui sont dans le même sens. On s'aperçoit que non seulement Hirohito savait tout, mais aussi qu'il donnait des conseils. Par exemple, au moment, juste avant, un mois avant Pearl Harbor, en novembre, il y a un conseil de guerre, et là, par exemple, Hirohito demande à ses généraux et ses amiraux, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas des navires britanniques dans la partie australienne du Pacifique qui pourront nous causer du tort? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez tout faire en même temps? Parce que si vous ne faites pas tout en même temps, vous perdez l'élément de surprise et ça devient très dangereux. Est-ce que vous pouvez me donner un ordre des pertes que nous aurons? Il ne faut pas oublier qu'on aura des pertes maritimes assez importantes, etc. Bon, bref, le discours de quelqu'un qui était parfaitement au courant de tout, y compris, bien sûr, de Pearl Harbor, comme d'ailleurs, après la guerre, le marquis Kido s'en est entretenu avec un de ses interrogateurs qui était un colonel de l'armée américaine. Eh bien, on va reprendre ces problèmes en voyant les activités japonaises d'abord, puis américaines, le contrepoint, et nous parlerons un petit peu des données de cette guerre qui maintenant est vraiment suit un cours irréversible.
故障する合意順をたちまちにして現に大動揺を出しておるのであります。見えずなごと近畿の住むところ敵意なく先日ために輝くまことに東亜民族の希望の躍動するをもいうのであります。神清く鉄石の誓いは全国津々浦々の諸島に集い戦勝祈願の神戸をされる。宮城県塩釜神社の諸島にも15の心は頼もしく団結しています。そして産業の都大阪に颯爽と行進する若き産業戦士の群れ、アメリカイギリス擁長の采配を掲げて天下に叫び、我らの決意は正し、断じて撃滅せよアメリカイギリス。皆さん、本日は皇軍将兵のために一定献金していただきまして誠にありがとうございます。速やかに第一戦将兵の喜びます二の遺品を作りまして皆様の色星を第一線にお伝えいたします。上草の心は神明を投げ打つ連戦将兵のロープに通う。陸軍へ海軍へ十兵の石星は山をなし、老いも若きも国を思うに変わりなく、今ぞ嬉しくもなだれ打つ献金部隊の頼もしさ。北緯参戦に決す12月11日、オット駐日ドイツ大使は対米戦線を保護するヒトラー総統の声に耳を傾け、最後の勝利を祈願する。Wir treten mit dem heutigen Tage in einen neuen Abschnitt des gewaltigen Ringens ein. Und wenn die Kraft Japans sich zusammenschließt mit der Wehrmacht des deutschen und italienischen Volkes, so sind wir felsenfest überzeugt, dass uns keine Macht der Welt den Endsieg entreißen kann. ムストリーニ・イタリー首相の肖像を前にして思いは同じイタリー大使館でもインテリ大使以下新協定ダルの方に手を挙げて新しい歴史の創造に歓呼する。大本営1回軍部発表12月12日午前6時、帝国陸海軍親衛部隊は本12日未明、緊密なる共同のもとにルソン島南部に上陸せり。大本営海軍部発表。帝国海軍は海戦壁島より英国東洋艦隊、特にその主力艦2隻の動静を注視しありたるところ、昨9日午後、帝国海軍潜水艦は敵主力艦の出動を発見。以後、帝国海軍航空部隊と緊密なる協力のもとに、捜索中、本10日午前11時半、マレー半島東岸ファンタン沖において、再び我が潜水艦これを確認せるをもって、帝国海軍航空部隊は機を逸せずこれに対し勇猛果敢なる攻撃を加え、午後2時29分、戦艦レパルスは瞬間にして合致し、同時に最新式戦艦プリンス・オブ・ウェールスはたちまち左に大傾斜、暫時遁走せるも間もなく午後2時50分、大爆発を起こし、ついに沈没せん。ある日のその海賊戦艦レパルス、海水量3万2000トンの浮代も一発必中の我が海の嵐の巨弾を受けて瞬時にして合沈、南海の潜ずと消え去った。同じく英国親衛戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、本年4月完成の3万5000トン主力艦で
4ヶ月前この甲板にチャーチル・ルーズベルト会談が行われた海軍国イギリスの誇り今いずこ。帝国北を取って立つ12月8日、西に東に電撃戦は展開され、天津疎外と相並んで北京の拠点に番居するアメリカ海兵隊に対し、時を移さず武装解除が断行された。続いて英米両国の高官長官を接収して北地より敵性権益を全く排除する。同じく8日、上海においては陸海軍部隊協力のもとに共同疎外に戦車トラックを連ねて労働進駐が開始されました。この共同疎外こそは香港とともに純然たる適正地域を形成し、小政権を傀儡に訪日反日の作戦地として知られたところである。しかも皇軍厳然たる義務を見せて進駐を開始するや、一切を挙げて我が軍に下る。金融機関をはじめ適正資産の処理は極めて平穏に進捗しました。この間にあってイギリス高官ペトレールのみはわずかに抵抗を試みて瞬時に撃沈され、その他上海港にあった適正船舶は米国高官米機を筆頭に全て皇軍の座をするところとなりました。大戦第一日にして米英九州に退く。この日南沙関東にあっても一挙に英国と外シャーメンの接近に着手。我が陸軍警備隊はイギリス境を越え、まずアメリカ領事館に突入。たちまちこの地域の進駐を完了し、高々と日照旗を掲げました。香港へ、この日のために骨を裂き肉を削って北へに北へたわ腕を見よと、勇み立った我が陸の表しは密音をくぐって強く香港へ。島は前頭さながら一個の要塞。英国が頼む東亜侵略の前進基地。身を眼下には天然の謙信に守られて、野望を一つ一つに蓄えたガソリンタンクが立ち並ぶ。香港を打たずして東亜に平和なし。獲物を求めて急降下すれば、たちまち逃げ惑う宝冠一石に命中。大東亜戦争完遂の前途を這う者、まさに核のごとし。Oui, il est certain que Hirohito non seulement était au courant de l'action menée à Hong Kong, mais aussi qu'il avait presque prédit un an auparavant, puisqu'il y a justement en juillet 40 un document de Kido qui raconte
Je viens trouver l'empereur, je le trouve en pleine forme, il est en maillot de bain à côté de sa piscine. Il me dit, c'était le problème de l'approvisionnement de Chiang Kai-shek à travers la Birmanie. Et les Japonais avaient demandé, enfin ils avaient ordonné à l'Angleterre de cesser tout rapport entre Chiang Kai-shek par cette voie-là. Et Hirohito, très décontracté, selon Kido, lui dit, mais les Anglais sans doute ne vont pas obtempérer et on sera forcé sans doute, éventuellement, d'occuper Hong Kong. Donc il est prêt aussi à la guerre contre l'Angleterre. Ah, tout à fait, oui. Et ceci malgré le fait qu'il ne cesse de raconter comment il a été bien reçu à la cour du roi George V, quand il est venu en visite officielle, quand il était prince. Alors qu'après coup, on a laissé à croire que Hirohito était innocent, au fond que c'était son premier ministre, Togo, etc., qui était à l'origine de la guerre. Oui, mais ça ne tient pas vraiment, parce que également dans le document de Kido, je n'ai rien inventé, c'était là dans toutes les librairies au Japon. Il y a également cette entrée où on sent d'ailleurs la surprise de Kido. Pour une fois, il se laisse aller à une certaine désapprobation de l'empereur. Ça arrive un peu après cette période que nous décrivons. L'empereur le fait venir et lui dit, mais Kido, c'est formidable, les Allemands ont pris El Alamein, ils sont en train de marcher sur Alexandrie et le Caire, vous ne vous rendez pas compte, moi je vais envoyer un télégramme de félicitations à Hitler. Et Kido est un peu pris de court parce qu'il pense que ce n'est pas la chose à faire, et finalement on le déconseille, mais uniquement en utilisant des arguments de propagande, de protocole. On lui dit, mais Hitler n'a pas envoyé de télégramme de félicitations pour vos victoires à vous.東条首相について東郷外務大臣はアメリカ・イギリス両国政府の不正義が今日の事態を将来した理由を説明し、アメリカ・イギリス屈服するまでは断じて矛を収めず、日独伊三国共同して世界新秩序を建設せんことを強調。さらに加谷大蔵大臣は、我が経済界は極めて堅実、豊かなる南方資源を控えて揚々たる前途を望むに至ったと一生の確信をひれき、全軍ただ一死国に報ずるの決意をもって尽地尽力の限りを尽くさんとする決意に終えておるのであります。今や皇国の流体、講和の荒廃、かかってこの一戦にあい、我が国民たる者、建国2600年の長期ある歴史と古典の遺跡とに鑑み、敵の恐怖を恐れず、一弱を荒ぶらず、超一瞬決断となり、極長期の歓喜に耐え、東和イギリスの平和を確立し、
大東は戦争の目的を完結するとあります。南海の空に共同の砲翼を連ね、密雲を排してマレーの空をまっしぐら、こたばるテラン島を目指す壮烈の爆撃砲。イギリスの宝庫インド・ビルマとシンガポールを結ぶ敵の要衝テラン島は、小なりとはいえジョージタウンの港を抱え、東亜侵略発祥の地として過去の栄華を誇っています。すなわち我が陸の荒しは敵軍事施設めがけて矢継ぎ早に巨弾の雨を叩きつけました。続いて敵の大輸送船団を発見、瞬時にして6隻を撃沈。さらに向かうマレー東岸コタバルの敵空軍基地、はるかに見える滑走路一条の白線のごとく鮮やかであります。敵飛行隊は我が荒鷲軍の重襲に狼狽なすところを知らず、浮き足立って一気の飛び立つものなし。3発を入れる猛爆は滑走路右側の敵兵舎を格納庫もろとも木っ端みじんに吹き飛ばしました。香港の前衛基地9へ、イギリスが足が侵略の本拠を構えて1月年、その夢を破って決戦に立った皇軍がアジア全盛の空を進める。対戦激闘我が陸の精鋭諸部隊は新速果敢に国境を突破。あまりの外国進撃に敵陣はもろくも崩壊、多数の捕虜を残して香港島へ逃走しました。戦いを交えることわずかに4日余り、我が軍は12月12日、新軍あたりを払う軍機を先頭にイギリス覆滅の第一陣九龍入場式を行いました。皇軍入場の声に市街の治安は即座に回復、反面一国西な民衆は無線の思いでしたいよう。香港の運命すでに定まる。あくまで武士道精神と温情に生きる皇軍は、その厳然たる異様に接して自ら案内役を申し出たイギリス夫人を伴って香港総督に大きく勧告の軍師を立てました。しかも英軍顔面にして100万の品住民の苦難を顧みず、我が勧告を廃し、今は許すべからず、すなわち陸海緊密安共同のもとに敵前上陸が敢行されました。我が陸の荒鷲は香港周辺の要塞を徴収、これを全く沈黙で占めています。今や敵船団すでには荒鷲陣の重墜に、あるいは沈没、あるいは数出し敵として声なし。黒煙を上げて燃え続けるガソリンタンクの姿、100年の繁栄を惜しいままにし、難攻不落を豪語する大要塞香港も延々たる豪華に包まれ、安楽前夜の苦悶にあえいでいます。
pratiquement, Édouard Baird, il y a de la manipulation dans ces actualités. Oui, c'est vraiment de la propagande. Cette scène assez troublante où on voit les Chinois de Hong Kong fraterniser avec les troupes japonaises, ayant vécu à Hong Kong, ayant quand même parlé longuement à des gens de cette génération de Chine, de Hong Kong qui étaient là, c'était la terreur. C'était vraiment pas du tout ça. Or, je crois que bon, on peut tout faire aux gens, mais je me demande comment ils sont arrivés à trouver quelques Chinois pour jouer cette scène-là. En tout cas, c'était une des formes de désinformation japonaise où ils étaient passés maîtres dans cet art, bien avant les autres. C'est ça qui m'a frappé d'ailleurs, que les Japonais, au fond, sont les premiers à avoir scientifiquement organisé la désinformation, c'est-à-dire des fausses nouvelles pour tromper l'ennemi. Il y a l'exemple de ce navire au moment de Pearl Harbor. Matutsa Maru, oui, qui devait faire, qui devait aller en Amérique, et tout le monde a pris ça comme une espèce de signe qu'il n'y aurait pas la guerre pendant un mois parce qu'on n'allait pas laisser partir ce joyau de la flotte marchande japonaise. Et bien sûr, un certain nombre d'Anglais et d'Américains se sont embarqués sur ce vaisseau parce qu'eux pensaient bien qu'il y avait une atmosphère de crise. Eh bien, ce Matutsa Maru a fait des ronds dans l'eau pendant 10 jours et il n'est jamais parvenu à l'isthme de Panama, au canal de Panama. Il est carrément rentré dans les eaux territoriales japonaises et les étrangers ont été débarqués et arrêtés. Oui, et ça avait été fait exprès. Tout à fait, oui, alors, avec une grande complicité, puisqu'il fallait mettre au courant presque tout l'équipage. Oui. Il fallait donc que le planning soit très important. Et alors, cette désinformation a joué à tous les niveaux, puisqu'il y avait des fausses nouvelles sur les déplacements de la flotte et tout. Et ce qui est frappant, c'est qu'à cette époque, les Américains étaient des enfants. La fameuse CIA aujourd'hui, qu'on oppose au KGB, etc., qui est une force extraordinaire, n'existait pour ainsi dire pas, même pas du tout. Il n'y avait aucun service de renseignement valable en Amérique à cette époque-là. Oui. Ni la CIA, qui est venue bien sûr après la guerre, ni même la fameuse OSS, qui est née en fait à peu près à cette époque-ci. Oui. Moi, il se trouve que j'étais aux États-Unis dans les années 70, etc., et que j'avais comme voisin de travail l'ancien directeur des services de renseignement américains, au moment de ces opérations. Et il m'a dit, nos services d'espionnage, nous, Américains, à cette époque, nous étions 5. Je me suis dit, comment vous étiez 5 pour le monde entier? Oui. Et nous faisions appel à l'intelligence service. Alors je lui ai dit, mais comment c'est possible? Vous saviez bien que vous seriez en guerre avec le Japon ou avec l'Allemagne, etc. Il dit, oui, mais dans l'esprit de cette époque, espionner, c'était mal. Et par conséquent, on demandait aux Anglais d'espionner pour nous, et nous n'avions pas de service autonome. Alors que les Japonais, non seulement ont des espions, un peu partout, on en reparlera, mais en plus, ils organisent la désinformation, qui est un trait nouveau de la propagande, bien sûr. Eh bien, on va voir maintenant tout à fait autre chose, puisque ce sont les actualités américaines qui vous intéressent comme moi. Basketball holds the headline, dribble and pass action. At Madison Square Garden, New York's white-shirted City College 5 tangles with the Oklahoma Aggies in a hot intersectional affair. The war has cut sharply into intercollegiate sports, and many athletes have answered the call to colors. But most of the big-time schedules will be carried through to completion. The thrills of this kind of competition are healthy stuff for a nation that must find brief moments for relaxation while pursuing an all-out war effort. Another City College basket. The Beavers boast one of Manhattan's best squads, and their shot makers connect often. Final score, City College 39, Oklahoma Aggies 30. Fistic news concerns the signing for a return title bout between champion Joe Louis and challenger Buddy Baer. Promoter Mike Jacobs has agreed to give all profits to the Naval Relief Society. Louis will receive nothing but training expenses, and Baer has cut his purse way down. So win, lose, or draw, the Navy Fund will be the big winner. The ski bus
bug is biting outdoor fans again, and up comes a new wrinkle, chair skiing. You fasten the slats as demonstrated here, and you're ready for skiing made easy. The final landing is always debatable, and right now the chairman has the floor. Hold your hat. Here we go. Yes, sir, there must be a lighter side today, and he lights. Washington goes from boomtown to wartown overnight. All records are broken in an all-out effort to construct buildings to meet the expanded needs of the government in the present emergency. New War Department offices will house an army of workers. Manpower on all fronts will win this war. Yes, there's hustle and speed along the Potomac. Congressmen do their added bit, sworn in as special police by a city long at the bulging point. Parking in Washington is a squeeze maneuver. Living quarters are at a definite premium, and everyone's busy on the job day and night. Washington blackout, but there's no blacking out of work for victory. Spies beware. Hiding their faces and under guard, 14 men accused of espionage and failure to register as agents of a foreign government have heard a jury declare them guilty on both counts. Hidden radio transmitters and German spies meeting while the FBI secretly listened in are only briefest details in the fiction-like roundup of suspects. 33 were seized, 19 pleaded guilty, 14 went on trial, and United States Attorney Harold Kennedy and his staff prosecuted the government's case. The evidence was there, reams and reams of it, gathered by the ingenious men of the FBI. Hitler wanted to know every American secret, but dug up only grief for his blundering agents. You'll get the same, Uncle Sam warns all potential spies. The fair sex rallies to the battle cry. Across the nation, hundreds of offices register applicants for the American Women's Voluntary Services. The aim is to harness woman power to assist national and local agencies in doing the big job at hand. America salutes these real-life heroines who are ready to take over any task should the emergency arise. Firefighting? Sure. They join up with the smoke eaters and learn the ropes from top to bottom. Handling a big fire ladder may not exactly seem like a girl's job, but over in England, the women have already proven they can do it, so why can't we learn is the AWVS slogan. This will take a little extra practice, girls. They hold the net for a life-saving jump. Women in uniform. It's the new order of things for America. She fills his shoes and keeps her head high. She's showing the way. Come on, gals, join up. You all can do your bit. Oui, ce qui me frappe là, c'est plusieurs choses. D'abord, cette volonté de dédramatiser tout. On commence par le sport et on veut montrer que l'Amérique continue à vivre. La deuxième chose, c'est l'image de l'Amérique telle qu'elle était, en contraste total avec ce qu'elle est maintenant. Par exemple, le basketball, où les champions, maintenant et depuis longtemps, sont noirs, il n'y a pas un seul joueur noir dans ces équipes d'élite qu'on voit jouer à New York. Aussi, dans l'attitude vis-à-vis des femmes, dans le commentaire, moi je détecte, je ne sais pas si j'ai raison, une espèce d'arrogance, une condescendance vis-à-vis des femmes. On traite les femmes du nom de girls, par exemple, ce qui serait impensable aujourd'hui. Il y aurait des protestations multiples tout de suite
s'il y avait ce genre de texte et ce genre d'image maintenant, montrant finalement que les femmes, c'est très bien, comme un espèce d'appoint, mais que finalement, la femme au foyer, c'est pas si mal non plus. Je veux dire, tout ça, ça montre à quel point l'Amérique de 41 et l'Amérique de maintenant a complètement changé. Honolulu, where 160,000 persons physically felt Japan's dastardly stab in the back. These first films were made under fire as the treacherous Jap planes whined overhead in their surprise attack. Hours after the murderous dawn, Honolulu counts its toll. Bomb and machine gun bullet scars are everywhere. 6 died in this store. Altogether, 1,500 unarmed civilians lost their lives to Japan's hell-patented blow from the heavens. Lunalilo School was hard hit, and all across the bewildered island, there are bomb craters and ghastly evidence of the peace-talking Japs' ruthlessness. Automobiles with holes from strafing machine guns. Suburbs got their lethal share. An hour after the bombs, but grimly too late, emergency shelter trenches were being dug. And Hawaii had but one thought. Let the yellow men try it again. We'll be ready. Emergency Red Cross stations did heroic work in caring for 1,500 injured. Peacetime practice drills proved to be lifesavers when it did happen here. Japan's surprise weapon. This is the first 2-man Jap suicide submarine to be captured. Its officer wrote in English for his captors, quote, "I make bad mistake. I no can tell ship what to do." Hickam Field, next to Pearl Harbor, the Japs' principal target. 168 Army men were killed. Plane losses were severe as bombs and incendiaries rained down. These pictures, made by the U.S. Army Signal Corps, tell a story of planes crippled before they could leave the ground. Hangars were hit with uncanny aim. Japan's 5th column had done its work with exact cunning. The day's final raids brought new fires, but even as Hawaii fought the flames, there was the cheering news that the Japs had paid a price. 3 Jap submarines and 41 planes were bagged when American guns got going. Firefighting was handicapped when direct hits opened water mains, but the entire island population rallied to help one another in the emergency. At Hawaii University and other centers, women and children found shelter. Little Americans with aunts and cousins and grandparents back in the States, and perhaps widows and very new orphans found refuge here. America mourns 3,000 who died in Hawaii, and America pledges they shall not have died in vain. The Navy will remember, and from the far Pacific comes terse news that United States submarines have scored quick revenge. The Army will remember Air Corps pursuit planes bagged 26 Jap aircraft in one attack, and great flying fortress bombers will write their own chapters against the enemy. Americans, remember Pearl Harbor. Prisoners from the Libyan front, living testimony of the Axis rout. Captives today include men of the German Africa Corps. They are greater in number than in the earlier days of the war when Italians surrendered in vast columns. In one day, more than 10,000 Axis prisoners arrive at Egyptian internment bases. We'll nab the Japs, too, and make the gangster roundup complete. Byron Price, Associated Press executive, poses with Attorney General Biddle and Postmaster General Walker, who served with him in the new Office of Censorship. Mr. Price is head man as Director of Censorship.
He's sworn in by the Attorney General's assistant. As in England, the censorship office will police the nation's communications during the war period. And as in England, the careful scrutiny of every item in transit may also become regular practice over here. Necessary wartime precautions. It can happen here. Oui, puisqu'on parle de l'écart entre il y a 50 ans et aujourd'hui, on a là aussi un écart, puisqu'on voit qu'en quelque sorte, on glorifie la censure, on la légitime dans un pays parfaitement libre, qui adhère à cette guerre, et on va cacher un certain nombre de nouvelles. D'ailleurs, on le verra pour Pearl Harbor, et pour d'autres ultérieurement. Alors qu'aujourd'hui, le droit à l'information, si j'ose dire, passe au-dessus du, entre guillemets, devoir patriotique. Il y a un problème de déontologie dont on a vu les effets pendant la guerre du Golfe. Smoke, long a nuisance, now becomes a benefit. In a test, the vast steel mills at Gary are to be blacked out in unique fashion. Through the use of a secret chemical, the big stacks spread a heavy screen that shrouds the entire plant. Watch how the defensive curtain takes form. High-filling protection against raiders from the sky. The demonstration is a success as modern chemical science enlists the smokestack as an air raid warden. Fit and raring to go, boys. Get into uniform. These young men are trying to become united. And why? I joined the Marines for one reason, knock the Japs off the map. I'm in this war for one reason, you know, to pin Hitler's ears back. We didn't want this war, the Japs asked for it, so now they're going to get it. Oui, regardez le sujet suivant, c'est la propagande à l'américaine. On va glorifier un club italo-américain, ce qui est une manière d'essayer de commencer à détacher les Italiens de la guerre, bien sûr, à l'extérieur, et aussi de se rallier tous ces Italiens américains qui sont super patriotes. Et Roosevelt, pendant toute cette guerre, va faire des films, va glorifier les Italiens pour les détacher là-bas de la guerre, ce qui réussira plus ou moins d'ailleurs, et aussi pour être sûr que les Italiens ne seront pas comme les Allemands, un peu ambigus face à cette guerre où ils sont un peu partie prenante. Dad knows his job. He'll buy war stamps and bonds, as many as he can, and besides, he'll keep on paying taxes and the rent, the butcher and the grocer. You can count on Dad. For Mother and the girls, there's the inspiring example of Seattle's splendid Italian-American club. They've given the building rent-free to the American Red Cross. Every woman who possibly can help is needed now, today, and we know we can count on Mother. And we know we can count on the girls. These Pennsylvania lassies are wrapping gift packages for American troops. Their group typifies like efforts now underway from the Atlantic to the Pacific. There's a place for everyone. You can ask the boys to help. American boys and girls are in it from the word go. These Boy Scouts, for instance, are collecting paper to be turned into money, which will help the Red Cross. After school hours, classrooms are turning into workshops, not here and there, but everywhere. The boys are helping in the knitting. And in wartime, fellas, remember that knitting is anything but a sissy job. If you're helping a soldier, you're helping your country. Other boys and girls are helping save tinfoil, helping to collect it and to pack it. And no matter how young you are, you can save your pennies and nickels toward defense stamps. It's the pennies and the nickels that make the dollars, and the dollars that make the guns, and the guns that will win the war. The American Red Cross is building up a vast reservoir of blood plasma so that no wounded American soldier may suffer for the want of a necessary transfusion. The New York chapter already has special equipment for collecting and preserving gifts of blood. In this work,
This branch of the Red Cross has the cooperation of the Elks and similar organizations whose members are volunteering. The Red Cross itself guarantees that all of its collection work is performed by competent physicians and by graduate nurses. If you wish to donate a pint or more, get in touch with your local chapter. It is only a pint of your blood and a little of your time, but it may mean life to one of our boys. Have you special training? Do you know whether the government needs you now in a hurry? These men are skilled workers signing up for Pearl Harbor. They're the first to answer the appeal of Civil Service Commissioner Fleming. Speaking to you now from Washington. One of the jobs of the United States Civil Service Commission is to recruit workers for the Pearl Harbor Navy Yard at Honolulu. Right now, we need shipfitters, electricians, machinists, boilermakers, riggers, and other skilled workers. If you are a skilled worker and are interested in working in the Pearl Harbor Yard, file your application now. For complete details, see your Civil Service Secretary at the nearest first or second class post office, or consult your local public employment office. Can you share a little of your spare time with Uncle Sam? Then offer your services for the interception system or for your local air raid warden group. Above all, follow the American creed for 1942. I am careful. I follow the example of Uncle Sam, who was being very careful that only good Americans go near the docks. I am saving. I am wasting no rubber and no other substance my country needs. I work hard. I know that doing my daily job is vital to my country because I am an American, and I know the answer to the Nazi dream of world conquest. Oh, yeah? With the dramatic ring of action, the White House lets the nation in on an inspiring secret. Winston Churchill is here. After a daring 10-day trip from London, the British Prime Minister begins face-to-face conversations with President Roosevelt. Unity of strategy, unity of the whole war effort is the theme for these two fighting leaders of democracies determined on ultimate and complete victory. Americans know Churchill as the people's man, Britain's hope in dark 1939. The vitality, the sympathy, the eternal pluck of the 67-year-old warrior stood out through the blitz bombings of Britain. Only last August, Churchill came into American waters on the ill-fated Prince of Wales. With him then, as on this present trip, was Supply Minister Lord Beaverbrook. For then as now, Roosevelt and Churchill ranked the supply question as number one. Their famous 8 points for the world's freedom climaxed this first meeting. As friends and comrades, Prime Minister and President discussed coordination of war strategies and possible unity of command in the Far East. In plain and in practical fashion, the chosen leaders of the world's two mightiest nations get together for action. Heavy though their burdens, Prime Minister and President face the future with the faith and confidence of the free peoples they will lead to righteous victory. Oui, Edouard Baird, c'est top secret, mais nous savons maintenant que c'est à cette conférence qu'ils ont décidé de débarquer plus tard en Afrique du Nord. Et juste après Pearl Harbor, quelques semaines après, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, on a envie de revenir sur les circonstances de cette guerre, et je veux vous demander d'abord à vous, le point de vue, comment vous analysez la politique du Japon dans le déclenchement de cette guerre? Le Japon pense que la guerre sera courte, qu'ils vont gagner, ils vont retenir le territoire conquis, qu'il y aura une espèce de paix qui sera en fait
une paix victorieuse japonaise et qu'ils vont garder la Malaisie, plus tard l'Indonésie, etc. Ils sont complètement déphasés, en fait, par rapport à l'actualité. Ils ne se rendent pas compte qu'après l'affront fait à l'Amérique de Pearl Harbor, après l'entrée en guerre de l'Allemagne et de l'Italie, la seule chose qui pouvait leur arriver, c'était finalement une reddition totale telle qu'elle est arrivée en août 1945. Ils ne se rendent absolument pas compte. Même l'empereur dit, à un moment donné, il faut avoir un très bon ambassadeur au Vatican parce que c'est le Vatican qui va être notre intermédiaire et qui pourra négocier une paix valable pour nous. D'ailleurs, la paix à laquelle ils pensent, si j'ai bonne mémoire, ils ont établi un plan vers le mois d'avril-mai, ce serait une paix mondiale. C'est-à-dire qu'ils envisageaient, un peu comme Hitler avait une stratégie mondiale, le Japon avait aussi une stratégie mondiale de partage des influences. Ils pensaient qu'ils allaient rester la puissance dominatrice en Asie. Voilà. Et est-ce que Roosevelt avait conscience, à votre avis, de cette ambition japonaise? Je crois que les Américains n'étaient pas très bien informés parce que tout le temps de ce passage de ces mois avant Pearl Harbor, il y a un ambassadeur qui est Joseph Drew, qui est formidablement manipulé, piégé par les diplomates et les conseillers de la cour impériale qui essayent de lui dire, vous savez, on ne veut pas la guerre, il y a des militaristes, mais on va s'en tirer. Et Joseph Drew, qui n'est pas du tout tombé en disgrâce, il devient un des conseillers principaux de Roosevelt, et il reste un espèce d'apologiste de Hirohito. Il n'est jamais tout à fait dans la ligne des gens qui disent Hirohito a vraiment été notre ennemi. Et je crois que les Américains n'ont pas très bien compris ce qui se passait réellement. Donc ils n'ont pas compris au sommet, vous venez de l'expliquer, ils n'ont pas compris à la base, puisqu'ils ont été surpris à Pearl Harbor. Au fond, ils n'ont compris nulle part. Bon, c'était dans un certain sens normal. Je veux dire, on n'avait pas, dans ce pays hermétique qu'était le Japon, il est très difficile d'avoir de véritables informations. Tout ce que nous savons maintenant, nous le savons plus tard. On n'avait pas accès à ces fameux journaux intimes. Il y avait une censure, une autocensure japonaise terrible, un sentiment que la sécurité nationale était en cours pour les choses les plus bêtes, comme par exemple les trains. Les passages des trains, à un moment donné, c'était un secret national. Donc, on ne peut pas les blâmer complètement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été légèrement naïfs et que Roosevelt, en fait, a dû être très content de l'arrivée de Pearl Harbor parce que ça comblait un de ses désirs les plus chers, qui était de faire entrer l'Amérique en guerre aux côtés des Anglais contre l'Allemagne. Et ça, c'est arrivé à cause de Pearl Harbor. Au fond, ça lui a rendu service, ce qui n'implique pas qu'il l'ait prémédité. Voilà. Merci Edouard Baird de cet éclairage sur les rapports nippo-américains et merci surtout pour ce livre sur Hirohito qui est vraiment tout à fait neuf.